Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre conférence thématique sur les émotions. Je me présente Stéphane Loisel, je suis président fondateur du Centre de formation Saut Quantique. Donc, j'y suis consultant, intervenant, le conférencier, j'y suis enseignant également. Avant de commencer la conférence, je voudrais d'abord clarifier certaines choses. Je voudrais d'abord clarifier qu'on n'est pas apte à faire des diagnostics, que ce soit du diagnostic au niveau médical, que ce soit au niveau de la psychologie. On n'est pas des médecins, on n'est pas des psychologues ni des psychiatres. Tout ce qui est conventionnel est d'abord et avant tout une approche de première ligne. Donc, quand vous nous consultez, c'est important de d'abord avoir vu des professionnels de la santé qui peuvent d'abord vous faire des diagnostics parce qu'il faut d'abord savoir sur quoi qu'on travaille, puis qu'ils ont des outils de soutien que nous, on n'a pas, qu'on ne peut pas vous offrir. Cela dit, on est là pour vous proposer autre chose. On est là pour vous proposer une approche de sens, pour comprendre votre problème, pour aller directement à la source. Donc, on est une approche complémentaire, en fait, qui est là pour maximiser tout ce que vous avez dans le conventionnel déjà. Donc, on est une approche qui vous offre une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle réalité, puis aussi qui vous offre la possibilité de faire des changements de regard sur ce que vous vivez, sur les relations entre nous, sur la maladie en soi. Donc, c'est le sens de l'entreprise, c'est le sens du centre de formation Saut Quantique. Donc, on travaille principalement avec les lois biologiques, c'est-à-dire c'est les lois qui gèrent l'inconscient, qui gèrent toutes nos relations, tous nos mécanismes de survie. Puis en fait, si on voulait résumer les lois biologiques, ce qu'on dirait, c'est que chaque problématique qui apparaît, quelle qu'elle soit, pour nous en loi biologique, elle est toujours la conséquence d'une émotion qui a été ingérable, une émotion très spécifique, vécue dans un événement ou dans des événements très spécifiques. Donc, pour nous, la chose qui est la plus importante, c'est la notion de l'émotion. C'est-à-dire que si on est face à une réalité qu'on n'est pas capable de gérer émotionnellement, bien, il y a des conséquences qui vont arriver à ça. Puis, c'est ce que je vais vous expliquer un peu ce soir, qu'est-ce qui se produit, puis quel est le rôle de l'émotion là-dedans. D'abord, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que la partie inconsciente du cerveau, qui est très différente de la partie consciente, a son propre mode de communication. Donc, si nous, on parle avec des mots, ce soir, je vous parle avec des mots, d'une façon consciente, j'espère d'une façon réfléchie, l'inconscient, lui, il communique aussi, mais d'une toute autre façon, il communique avec des émotions. Donc, des émotions, en fait, c'est le mode de communication, c'est probablement un des langages des plus archaïques et c'est le seul langage qui est complètement universel. C'est-à-dire que vous soyez n'importe où sur la planète, si vous avez peur, si vous êtes joyeux, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous avez faim, si n'importe qui va pouvoir vous comprendre. Les émotions, c'est un langage archaïque, mais qui est universel. Donc, c'est un mode de communication extrêmement important parce que c'est celui de l'inconscient. Puis, ce qu'on vous démontre ici, c'est que l'inconscient, en fait, est là pour assurer notre survie, est là pour assurer notre santé. Donc, c'est pour ça que ça devient extrêmement important d'écouter ces émotions-là. Donc, dans la vie, les émotions désagréables, en fait, c'est un code de notre inconscient. C'est sa façon à lui de nous mettre en action puis de nous signaler qu'on doit faire un changement face à une réalité parce qu'il perçoit quelque chose qui est dangereux. Donc ici, les choses qui est importantes à réaliser, à comprendre, c'est que les émotions nous mettent en action. C'est ce qui fait qu'on bouge, c'est ce qui fait qu'on va vers l'avant ou qu'on va vers l'arrière. C'est vraiment les émotions qui nous permettent de faire ça. Puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des changements. S'il y a une émotion qui devient désagréable, bien, obligatoirement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être changé. Donc, c'est important de réaliser tout ça. Donc, pour vous expliquer un petit peu davantage les émotions, Pierre-Luc nous a préparé une petite vidéo que je vous partage à l'instant. À la vue d'une telle scène, les scientifiques du passé auraient conclu que le zèbre fait preuve d'un état d'agitation déclencheur d'un stimulus spécifique entraînant un comportement de fuite. Mais au cours des dernières décennies, les chercheurs se sont élevés contre ce type de langage et sa façon d'envisager le règne animal.
De nombreux scientifiques contemporains considèrent maintenant que le mouvement du zèbre est une réaction de peur. Une émotion primaire permettant aux animaux de survivre dans la nature en les encourageant à éviter le danger. Ces hommes de science ne pensent pas seulement que les animaux possèdent des émotions, mais aussi que celles-ci sont essentielles à leur survie. Les émotions sont d'abord physiologiques. Elles naissent dans le cerveau sous la forme d'impulsions neuronales qui mettent l'organisme en mouvement. Ce sont des moteurs d'action. La peur est une émotion essentielle servant à déclencher un comportement de défense. C'est donc un atout évident pour la survie dans la nature. Sans elle, le gnou se tiendrait immobile face à un lion commençant à lui dévorer les pattes. Cette fonction de peur est génétiquement enracinée dans le système nerveux. Ce sont précisément ces émotions négatives qui permettent à cette meute de loups de vivre en relative paix au sein d'une société régie par des règles que suit chaque animal selon son rang. Cela peut paraître cruel, mais la domination et la subordination, traduites par l'agression et la peur, sont vitales pour la survie de nombreux animaux vivant en larges groupes sociaux. La colère est une émotion souvent perçue comme agressive. Dans les groupes de babouins de la savane, la compétition se règle souvent à travers des regards et des gestes plutôt que par les coups. Mais la lutte pour la dominance peut aussi inclure des menaces et des contre-menaces débouchant sur des combats. Et lorsqu'aucun animal ne cède, l'effusion de sang est garantie. La réponse du corps face à l'agression est similaire à sa réaction vis-à-vis de la peur. Tout comme la peur, le sentiment de colère se forme dans les amygdales et déclenche une réponse de fuite ou de combat. Une agressivité constante déclencherait d'intolérables niveaux de stress pour ces babouins. Même si la possession de territoire et la hiérarchie sont primordiales pour ces animaux, ils ont aussi besoin de vivre au sein du groupe sans se battre en permanence. C'est pour cette raison qu'ici même où la colère la plus noire s'exprime, on trouve aussi son antidote, l'apaisement. Au sein de nombre de sociétés de primates, la paix et la tranquillité sont restaurées et maintenues via l'épouillage. C'est lui qui permet aux individus d'établir un contact social rapproché. Pendant les sessions d'épouillage, les endorphines circulent dans tout le corps du babouin. Ces aminoacides, appelés peptides, sont produits dans le cerveau par l'hypophyse et l'hypothalamus. Ils agissent comme des opiacés et créent un sentiment de bien-être, provoquant une douce euphorie chez les animaux. Ainsi, le ronronnement des chats traduit leur contentement. Les lions émettent eux aussi un léger ronronnement lorsqu'ils jouent, se lèchent ou se reposent. Les endorphines renforcent donc les liens entre les animaux en leur procurant une sensation de calme et de volupté. L'émotion, c'est ton cerveau qui te dit « réagis ». Fais une action pour revenir à ton émotion de base, la joie. C'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, les émotions, c'est quelque chose qui est là, en fait, pour nous mettre en mouvement. Vous avez vu, les animaux vont réagir, mais quand ils réagissent, en fait, c'est des émotions qui vivent. Je trouve ça un petit peu particulier de voir que les chercheurs viennent de réaliser que les animaux ont des émotions. On le voit de plus en plus dans plein de partages Facebook, dans plein
de vidéo, mais en fait, il s'agit d'avoir un animal pour le voir et le comprendre, qu'ils ont des réactions spontanées face à différentes réalités qui sont en fait des émotions. Donc, dans la vidéo, on vous parlait d'émotions négatives. En fait, il n'y a pas vraiment d'émotions positives ou négatives. Il y a seulement les émotions qui sont agréables et désagréables. Puis les émotions qui sont désagréables, en fait, c'est ces émotions-là qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut absolument réagir. Puis si on n'arrive pas à réagir quand il y a quelque chose de désagréable, c'est là qu'il y a une problématique qui apparaît. Si on n'arrive pas à trouver de solution, surtout si on n'arrive pas à exprimer nos émotions, c'est à ce moment-là qu'il se produit des conséquences à tout ça. Puis, qui de mieux pour nous expliquer ça qu'Henri Laborie, qui était un très grand chercheur dans le domaine de la science, vous partagez une expérience qu'il a faite dans ses laboratoires. Si on ne peut pas se faire plaisir, qu'est-ce qu'on fait? On fuit d'abord. Tous les animaux fuient. Quand ils ne peuvent pas fuir, ils luttent pour détruire ce qui, dans l'environnement, est dangereux pour leur survie. S'ils ne peuvent ni fuir ni lutter, c'est là que commencent tous les ennuis. Ils sont malades. Ils s'inhibent. Et ça, c'est tout un système intérieur du cerveau que nous avons beaucoup étudié personnellement dans mon laboratoire depuis 2 ans, que j'appelle le système inhibiteur de l'action. L'animal s'inhibe, il ne bouge plus. Et c'est à l'origine, justement, de tout ce que Sellier nous a appris, mais dont on voyait mal l'origine. C'est à l'origine de tout le syndrome d'alarme, de toutes les maladies psychosomatiques, les ulcères d'estomac, les hypertensions. Voulez-vous que je vous donne un exemple simple, animal? Vous me direz, je ne suis pas un rat. Mais dans ça, nous sommes tous des rats. Et ça fait très bien comprendre le système. Vous avez une boîte à conditionnement. Il y a un grillage électrifié, et la chambre est séparée en 2 par une cloison. Dans cette cloison, il y a une porte. Puis il y a un signal lumineux au-dessus des compartiments. Vous faites retentir ces signaux lumineux ou et sonores 4 secondes avant de déclencher une décharge électrique dans le plancher. Vous mettez un rat là-dedans. La porte est restée ouverte. Au début, il est affolé. Si vous dosez ces catécholamines, si vous recherchez son équilibre biologique, il est très perturbé. Puis très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte, il passe dans la pièce à côté. Il s'est fait plaisir, il a fui. Il a donc eu un acte gratifiant. Vous recommencez, vous faites ça pendant 7 minutes par jour. 7 minutes, c'est pas beaucoup. Pendant 7 jours consécutifs. Au bout de 7 jours, vous avez pris la pression artérielle de votre rat au départ, elle est la même, elle n'a pas changé au bout de 7 jours. Maintenant, vous fermez la porte. Le rat, au début, il essaie de fuir, il ne peut pas. Il devient méchant. Parce qu'on n'est jamais méchant spontanément. On est méchant et agressif que quand on ne peut pas faire autrement. Et quand on a appris que ça peut vous faire tirer d'affaire, que l'agressivité est payante. Alors il mord ses barreaux, puis très rapidement il s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, ni fuir, ni lutter. Alors il s'inhibe. Vous prenez la pression artérielle de cet animal au départ, 7 minutes par jour pendant 7 jours consécutifs. Vous la prenez à l'arrivée, il est hypertendu à 20 de maxima, et vous stoppez l'expérimentation. La pression artérielle, 1 mois après, est encore à 19 ou 20 de maxima. Il est vraiment détruit. Il est hypertendu chronique. Or, l'hypertension chronique, c'est une maladie. Et en plus, il est ulcéreux si vous lui ouvrez son estomac. Donc, nous sommes des rats. Vous permettez, j'ajoute une petite chose, parce que vraiment, c'est peut-être la chose la plus amusante. Au lieu de mettre un rat, vous en mettez 2. Ils ne peuvent pas fuir. Ils font ce que les Américains appellent le boxing rat. Ils se mettent en position de combat et ils se bagarrent. Mais ils ne font pas d'hypertension. Ils ont fait leur manifestation. Ils sont descendus dans la rue, ils ont promené leur banderole. Ils ont agi, ils ont fait quelque chose inadapté, qui ne sert à rien. Mais ils ont agi et ils ne font pas d'hypertension. Henri Laborie nous explique et nous démontre, en fait, c'est que si vous êtes face à une situation qui est stressante, il est super important que vous puissiez soit fuir ou soit réagir. Si vous n'avez pas la possibilité de réagir, à ce moment-là, l'inconscient devient hyper stressé puis installe des maladies qui peuvent devenir chroniques. Si on prend le temps de vérifier ça dans notre quotidien, dans notre environnement, on va réaliser qu'à plein de moments, si les gens ou les enfants ne sont pas heureux, ne sont pas satisfaits, ils ont peur, ils sont en colère, on ne va pas être porté dans notre société à les encourager à s'exprimer. On va plutôt être porté à leur fermer la bouche, si on veut, à les empêcher de pleurer, les empêcher de crier. Puis en fait, ce qu'on réalise en ce moment, ce que les études nous démontrent, c'est que ça devient extrêmement nocif pour une société. Donc, faites juste prendre exemple ce qui s'est passé dans les 2 dernières années avec la gestion de la COVID.
Donc, je ne suis pas là pour vous dire si les mesures ont été adéquates ou pas adéquates, les mesures sanitaires. Ce que je suis là pour vous dire, c'est que à certains moments, il y a des gens qui n'étaient pas en accord avec la façon de gérer les situations, autant dans un sens que dans l'autre. Puis, le système a été porté à réprimer ces gens-là, leur empêcher de s'exprimer. On ne leur permettait pas de descendre dans la rue pour exprimer leur désaccord. On leur donnait la consigne de se renfermer et de se taire. Donc, ce qu'on réalise, en fait, c'est que d'agir de cette façon-là, c'est-à-dire que de réprimer les émotions chez une personne qui a une problématique, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on installe la maladie. C'est exactement ce que l'expérience des rats nous a démontré. Donc, il faut absolument se réajuster. Si on va avoir une société saine, il faut être capable de s'ajuster pour permettre des moyens, des façons à ce que notre société puisse s'exprimer. Puis ce que vous allez vous rendre compte dans la prochaine vidéo, c'est que toute notre société nous conditionne depuis qu'on est tout bébé à réprimer nos émotions. D'où vient cette carapace? Avoir du cœur fait de vous un homme faible. Montrez que vous avez du cœur et on vous marchera dessus. Depuis qu'on est tout jeune, on nous conditionne à ne pas vivre nos émotions. Cette expérience-là du chut-chut-chut, lorsque je fais des conférences en présentiel puis qu'il y a des pauses, ce qui se produit, c'est que lorsque je reviens des pauses, bien entendu, la salle, elle est toute animée, tout le monde parle d'1 million de choses avec tout ce qui est soulevé comme sujet. Puis lorsque je reviens pour reprendre la parole, j'ai beau dire, excusez, on va recommencer, on est prêt, personne ne m'entend. Puis ce que je fais, il y a peut-être des gens ici qui m'ont déjà vu le faire, ce que je fais, c'est que je fais tout simplement, très doucement, et tout d'un coup, tout le monde se tait. C'est incroyable de voir que je parle fort, que personne ne m'entend. Et lorsque je fais le tch, c'est le silence total. On est conditionné à ça. On est conditionné, en fait, à se réprimer. Puis vous avez vu le petit extrait vidéo avec l'homme qui dit que si un homme s'exprime ses émotions, en fait, il a l'air faible et qu'il va se faire piétiner. C'est comme ça qu'on éduque souvent les hommes. Puis vous allez vous rendre compte à quel point que c'est catastrophique, puis vous allez vous rendre compte quelles sont les conséquences de ça, de réprimer les émotions. C'est vraiment quelque chose à éviter à tout prix. Lorsqu'on réprime une émotion, ben, le stress, le tracas qu'on avait devient tout d'un coup quelque chose de plus en plus stressant. Puis si on est toujours pris sans pouvoir y trouver de solution et sans pouvoir l'exprimer, ben, ce qui va se produire, c'est que ça va envahir notre partie consciente. Puis c'est ce qui s'appelle pour nous, en loi biologique, un surstress. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans une situation comme celle-ci, en surstress, c'est-à-dire face à un aspect désagréable qui est vraiment important, quelque chose qui nous tracasse beaucoup, et qu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer, qu'on n'a pas la possibilité de trouver des solutions, mais surtout de s'exprimer, bien, on devient en danger de mort à court terme. Pourquoi? Parce que notre partie consciente, avec laquelle on réfléchit sécuritairement, est plus capable de fonctionner. Elle est complètement surchargée par une émotion qui devient paralysante. C'est ce qui vous expliquait Henri Laborit dans son petit partage, dans son vidéo, c'est que c'est soit la fuite, c'est soit l'attaque ou c'est soit l'inhibition. Là, tout d'un coup, on tombe dans l'inhibition et on devient tout d'un coup en extrême danger. Donc, l'inconscient qui est programmé pour notre survie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va symboliquement faire disjoncter le circuit, il va le fermer pour qu'on arrête d'y réfléchir. Donc, la partie émotionnelle qui était ingérable, en fait, va basculer dans l'inconscient et on va dire qu'elle est occultée. Puis à partir de ce moment-là, bien, obligatoirement, il y a une problématique qui va apparaître, soit sur un aspect physique ou soit sur un aspect comportemental. De là, l'importance d'être en mesure de gérer nos émotions. C'est extrêmement important de pouvoir les exprimer.
je vous partage une petite vidéo qui permet de comprendre que lorsqu'on bloque les émotions, mais à partir de ce moment-là, la problématique devient extrêmement intense. Evan Royer, j'ai 29 ans et quand j'avais 4 ans, j'étais en vacances chez mes grands-parents et j'ai été violée par mon grand-père. L'amnésie traumatique s'est mise en place quasiment instantanément après les faits et finalement elle a duré jusqu'à mes 28 ans. C'est comme si j'avais toujours eu les souvenirs au bord de ma mémoire, c'était toujours là dans mon inconscient à vouloir surgir et en fait mon cerveau faisait constamment l'effort de refouler en fait ces images-là, donc c'était très fatigant. L'amnésie traumatique, c'est à la fois ma meilleure amie et ma pire ennemie dans la mesure où je lui dois beaucoup parce que je pense qu'elle m'a sauvé la vie et quelque part préservée. Et en même temps, ça a été un peu une ennemie aussi parce que ça m'a coupée d'une partie de mon histoire, de mon identité. J'avais pas accès à mes émotions, j'étais un peu comme dans un cocon, mais pas forcément très agréable non plus. Et donc je pouvais pas accéder à la cause de mon mal-être et je pouvais pas communiquer correctement à mon entourage, aux médecins, à mes amis, ce qui se passait en moi en fait. La dépression, ça m'est un peu tombé dessus à la vingtaine et on m'a un peu dit bon bah voilà, c'est comme ça, vous êtes dépressive, il faut l'accepter, vous prendrez un traitement antidépresseur à vie. Et moi, il y avait quelque chose au fond de moi qui disait non, c'est pas ça en fait. Donc j'ai été hospitalisée pendant 90 jours en hôpital psychiatrique. J'ai fait entre-temps une tentative de suicide et j'arrêtais pas de répéter mais non, j'essaie simplement d'échapper à la situation. Mais je savais pas du tout de quelle situation je parlais à l'époque. Et j'avais fait également un courrier avant ma tentative de suicide dans laquelle j'écrivais pardon pour ce que j'ai fait. Au bout d'un moment, on remet la main sur cette fameuse boîte noire et en fait, quand on l'ouvre, tout est intact. Les sensations, les souvenirs, les odeurs, les émotions qu'on a ressenties à ce moment-là. Ce qui est assez troublant, c'est que finalement, depuis assez longtemps, j'avais écrit ce qui m'était arrivé. J'écris beaucoup et je suis aujourd'hui autrice, compositrice, interprète. Et en fait, quand j'ai relu mes textes, je me suis rendu compte que tout était là quelque part. Je décrivais des scènes de viol et en fait, c'est simplement que j'avais pas conscience que c'était moi qui les avais vécues. En fait, je me disais un peu naïvement que voilà, c'était un sujet qui m'inspirait, qui me tenait à cœur, mais en fait, j'étais pas encore prête à réaliser que c'était moi qui avais vécu ces scènes-là. J'évoquais même le décor, l'une des pièces de chez mon grand-père. Je décris des choses très précises en fait, la tenue qu'il portait, les sensations que moi j'ai ressenties, le brouillard qui envahit ma tête. Il y a vraiment un jour où je me suis, grâce à l'art-thérapie notamment, sentie prête à regarder ces textes de plus près, à me dire en fait c'est comme ça que je l'ai vécu. Ce qui est important de réaliser de cette histoire-là, c'est que lorsqu'on est face à une situation qui est ingérable, parce qu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer, parce que vous comprenez bien que dans l'expérience de la demoiselle à la fin, elle a vécu un traumatisme lorsqu'elle avait 4 ans chez son grand-père, vous comprenez qu'elle n'a pas pu s'exprimer. Puis lorsqu'elle n'a pas pu s'exprimer, en fait, on lui a enlevé accès à ses émotions. Quand on lui a enlevé accès à ses émotions, on lui a enlevé la capacité de s'exprimer. On a enlevé la capacité à son inconscient de s'exprimer. C'est un petit peu comme si je vous enlevais des lettres dans votre vocabulaire ou des mots dans votre vocabulaire, vous ne seriez plus capable de vous exprimer. Ça ne ferait plus de sens. On ne serait pas capable de vous comprendre, vous ne seriez même pas capable de vous comprendre vous-même. C'est exactement ça qui se produit. C'est-à-dire que lorsqu'on brime la société de pouvoir exprimer ses émotions, en fait, on la brime d'un vocabulaire, on la brime d'un langage. Ça fait vraiment aucun sens de faire ça. Puis c'est pour ça qu'elle disait, elle essayait de s'exprimer, mais elle n'y arrivait pas. Elle ne comprenait pas parce que c'était bloqué. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que, en fait, on ne nous apprend pas à vivre nos émotions. C'est de là l'importance de comprendre toute cette notion-là. Maintenant, comme vous l'avez vu, tout ce qu'elle a vécu a été ce qu'elle appelle l'amnésie traumatique. En fait, c'est ce que nous, on appelle l'occultation, c'est-à-dire que c'est basculé dans l'inconscient. Ce n'est plus accessible consciemment, mais c'est toujours présent. Donc, c'est stocké en quelque part dans l'inconscient. Là, ce qui est important de réaliser, c'est que le cerveau va aller mettre ces informations-là exactement dans le même classeur que l'émotion positive. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Je veux dire que si, exemple, vous avez vécu des tristesses, quand vous allez vivre vos tristesses, quand vous allez les stocker dans l'inconscient, en fait, vous allez les mettre exactement dans le même classeur que la joie.
C'est-à-dire que votre tristesse va aller exactement dans le même classeur que la joie. Si vous avez vécu de la dévalorisation, ça va aller exactement dans le même classeur que l'estime de soi. Si vous avez vécu de la honte, ça va aller dans le même classeur que la fierté, et ainsi de suite. Puis qu'est-ce qui se produit? C'est que si par la suite, on veut vivre la partie agréable, bien, on va être obligé d'abord de traiter la partie désagréable parce qu'elle est dans le même classeur. Donc, c'est de là que les gens, lorsqu'ils sont réprimés, tout d'un coup, se mettent à vivre en permanence des émotions qui sont désagréables. Parce que lorsqu'elles devraient vivre des émotions agréables, elles sont prises pour gérer inconsciemment la partie qui est désagréable sans comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que imaginez que vous êtes dans un moment extrêmement joyeux, mais si dans votre inconscient, il est stocké, occulté des événements dans lesquels il y a eu de la tristesse, bien, dans le moment joyeux, vous ne serez pas capable de le vivre. Ce que vous allez vivre, c'est la tristesse. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind erasing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Imaginez-vous à quel point que c'est absurde. C'est-à-dire que parce qu'on ne nous montre pas à vivre nos émotions de façon spontanée, en fait, on nous explique comment les réprimer. Donc, ça devient un peu des vidanges, si vous voulez, qu'on traîne dans notre inconscient. Puis là, ce qui est le pire, c'est que dans les moments les plus heureux, on va être pogné pour gérer nos vidanges. C'est des moments super heureux, toi, puis tu es pris pour vivre les tristesses que tu n'as pas réglées toutes les années qui ont précédé. C'est complètement absurde comme façon de vivre. On devrait être dans un système où est-ce que quand on traite une émotion qui est désagréable, qu'on puisse la gérer sur le champ, pas que ça devienne une vidange que je vais avoir à gérer, à sortir dans mes moments agréables. Ça fait aucun sens. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on nous montre à vivre. C'est comme ça pour toutes les émotions, sans exception. Les gens essaient d'être calmes, essaient d'être zen, mais ils ne réalisent pas qu'à l'intérieur d'eux, ils ont des colères incroyables. Donc, quand on fait notre atelier « Osez vos émotions », on traite la colère, c'est super important. On a tout le goût d'être calme dans la vie, mais comment voulez-vous être calme quand on n'a jamais traité, on ne nous a jamais aidé à traiter nos colères? Donc, regardez bien un extrait de l'atelier « Osez vos émotions » sur la colère. Qu'est-ce que ça fait de ne pas nous apprendre à gérer nos émotions au fur et à mesure? Qu'est-ce que ça fait, exemple, de ne pas nous apprendre à gérer nos colères au fur et à mesure? Ça fait que ça s'accumule, puis qu'à un moment donné, sans qu'on s'en rende compte, tout ça explose.
Tout ça sort parce qu'on ne nous a pas appris à le gérer. Ça sort dans des moments où on n'est pas préparé, où on n'est pas habilité à le gérer. On ne nous a jamais montré comment le gérer. Puis là, finalement, ça fait des scènes de drame. C'est-à-dire que vous allez lire dans les journaux des commentaires du genre « on ne comprend pas, la personne, pourtant c'est une personne très calme, on ne l'a jamais connue comme ça. » Tout enfoui dans l'inconscient. La personne fait son quotidien, ça a l'air de rien, tout a l'air normal. Puis à un moment donné, la fuse saute, puis quand la fuse saute, puis qu'elle reprend conscience de tout ça, malheureusement, ça sort de façon extrêmement maladroite, parfois de façon extrêmement nocive, parfois dangereuse. Mais tout ça, c'est notre système qui le crée. Parce qu'il ne nous aide pas, il ne nous apprend pas à faire notre ménage au fur et à mesure. C'est super important. Je me rappellerai toujours, il y a presque 20 ans, une toute petite dame d'une soixantaine d'années était venue me voir avec un cancer des ovaires sévère, le stade très avancé. Puis en loi biologique, quand on travaille les cancers des ovaires, en fait, on cherche les événements qui sont en lien avec des émotions de perte. Puis qu'est-ce que la dame reprend conscience émotionnellement? C'est une situation où elle avait un seul enfant, il était en très bas âge, environ 5 ans. Puis, dans la période des fêtes, il n'allait pas bien. Elle l'emmène voir le médecin. Puis, le médecin, il lui injecte un médicament. Malheureusement, il a fait une erreur. Ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur, même si c'est émotionnellement pas acceptable. Il a injecté une dose d'adulte à son enfant et elle a vu sous ses yeux l'enfant mourir de la dose que le médecin lui a donnée. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que le médecin lui a tout de suite donné des sédatifs, qui fait qu'elle n'a pas eu accès à ses émotions. Quand elle était dans ma salle de consultation puis qu'elle reprenait conscience de ça, j'avais un pad, je fais des arts martiaux, j'avais un pad de frappe qu'on appelle, un peu comme vous avez vu dans la vidéo. Puis mon premier réflexe a été de lui donner, ça me touche à chaque fois que j'en parle. Si vous aviez vu la colère sortir de cette petite dame-là, c'était incroyable. Ça se pouvait pas avoir autant de colère, mais aujourd'hui, on le comprend, vous comprenez. Imaginez que vous êtes avec votre enfant de 5 ans pour le faire soigner, qu'il y a une erreur médicale, votre enfant meurt devant vous. C'est normal qu'il y ait une colère qui sort. Mais elle a été par la suite toute sa vie sans pouvoir exprimer cette colère-là. C'était terrible, ça. C'est pas possible de demander aux gens de vivre de cette façon-là. Moi, je comprends pas ça. C'est extrêmement important qu'on puisse comprendre le langage des émotions puis qu'on puisse comprendre comment gérer, comment travailler tout ça. Donc, c'est vrai pour toutes les émotions. Comment voulez-vous être fier de vous si vous portez à l'intérieur de vous des programmes de honte? Je vais vous passer un extrait d'un film que vous avez peut-être déjà vu, Good Will Hunting. C'est un génie, c'est absolument un génie, mais il n'est pas du tout capable d'assumer sa qualité, pas capable d'être fier. Puis il doit voir un psychologue, puis vous allez voir la scène, comment est-ce qu'elle est la réalité de tellement de gens. Qu'est-ce que c'est? C'est ton dossier. Je dois le renvoyer au juge avec mon appréciation. Ah. Vous avez déjà eu une expérience de ce genre? En 20 ans d'assistance, oui, j'ai vu pas mal de choses horribles. Non, je voulais savoir si vous aviez déjà vécu ça. Personnellement? Oui. Oui, je l'ai vécu. C'est assez moche. Mon père était un alcoolique. Un d'ivrogne. Il rentrait à la maison pété, prêt à taper sur n'importe qui. Alors je le provoquais pour qu'il s'attaque pas à ma mère et à mon frère. Sympa les soirées quand il portait ses bagues. Ouais, il entrait et il posait une clé à molette, un bâton, une ceinture sur la table et il disait « choisis ». Au choix, je préfère la ceinture. Choisissez la clé à molette. Pourquoi? Pour le faire c'est pour ça. Ton père adoptif? Ouais. Alors, ça donne quoi? Will présente un désordre affectif, ce genre de truc. Peur d'être abandonné. C'est pour ça que j'ai rompu avec Skylar. J'étais pas au courant. Ouais, j'ai rompu. Tu as envie d'en parler? Non. Eh Will, je sais pas grand-chose. Mais tu vois ça, toute cette merde,
C'est pas ta faute. Oui, je le sais. Regarde-moi, petit. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. Je sais. Non, non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. D'accord. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Pas avec moi. C'est pas ta faute. Pas avec moi, d'accord? Avec moi, pas de quoi. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Oh Dieu! Oh Dieu, oh non, pardon, oh Dieu! On les d'accord? Cette émotion-là qui vit à ce moment-là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il la vivait à chaque seconde de sa vie. C'est juste qu'il la vivait inconsciemment. Son inconscient lui traitait tout le temps cette information-là. Puis à cause qu'il traitait toujours cette information-là, il ne pouvait pas lui donner la possibilité d'avoir accès à sa fierté, d'avoir accès à son potentiel. Parce que ce n'était pas géré, ce n'était pas réglé, c'était dans le même classeur. C'est comme ça pour tout. Vous cherchez de la conviction, mais vous êtes pris dans le doute à cause d'un paquet de mémoire que vous portez. Vous voulez avoir confiance, mais vous êtes rempli de peur qui n'a jamais été traitée. Puis, pour être capable d'avoir accès à la partie positive, je vous le rappelle, vous allez d'abord devoir avoir le courage de traverser celle qui est désagréable. Donc, une vidéo que je présente souvent, que j'aime beaucoup, qui démontre bien ça, que j'associe beaucoup à une espèce de philosophie qu'on appelle le 20 secondes de courage, de oser affronter nos émotions pour être capable d'accéder à quelque chose dans notre vie. Alors, comme je vous disais, ce qui se produit, c'est que lorsqu'on est face à une émotion qui est ingérable et qu'en fait, on n'a pas la possibilité d'exprimer, bien, ça vient surcharger un circuit neuronal au niveau de l'inconscient. Puis le circuit qui est surchargé a comme fonction, une double fonction de symboliquement disjoncter. Les termes sont très bien utilisés tout à l'heure. Le but étant de fermer le circuit puisqu'on n'est pas capable de le gérer consciemment. Donc, lorsque le circuit est fermé, le conscient est libéré. On a l'impression qu'on a réglé la situation. Là, vous tombez dans un piège parce que vous vous dites « Ah non, c'est beau, c'est réglé, on peut passer à autre chose. » Mais en fait, ce n'était pas du tout réglé. C'est que ça a été pris en charge par l'inconscient. Puis qu'est-ce qui va se produire? Bien, il va y avoir une problématique qui va apparaître. Donc, parce que au niveau de notre société, au lieu de nous apprendre à gérer nos émotions, en réalité, ce qui se produit, c'est que nos circuits disjonctent, mais ce qui se produit, c'est qu'on développe des maladies. Puis, les statistiques nous disent quoi?
les statistiques nous disent que on va avoir en ce moment une espérance de vie chez les femmes qui est d'environ 84 ans et d'une espérance de vie chez les hommes qui est à environ 80 ans. Il y a deux choses super intéressantes à comprendre là-dedans. La première, c'est que vous voyez que l'espérance des hommes, elle est moins grande que celle des femmes. Ici, on pourrait facilement comprendre qu'en réalité, c'est parce que les hommes ont moins de possibilités de vivre leurs émotions, qu'on les a plus éduqués à réprimer leurs émotions. Alors qu'on leur faisait croire qu'en réprimant leurs émotions, ils devenaient plus forts, en réalité, ils deviennent plus faibles, on les affaiblit. L'autre chose qui est intéressante de constater, c'est que dans les derniers 40 ans, l'espérance de vie a beaucoup plus augmenté chez les hommes. Donc, encore là, il serait facile d'interpréter. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui se produit, c'est que dans les derniers 40 ans, on a mis plus de temps, plus d'énergie à donner la possibilité aux hommes de s'exprimer émotionnellement. Puis qu'est-ce qui se produit? C'est que ça a le plus d'impact. Donc, qu'est-ce qu'on fait en loi biologique? Comment est-ce qu'on travaille en loi biologique? Lorsqu'on constate qu'il y a un foyer de neurones qui a disjoncté, qui amène une problématique physique, une problématique comportementale, on va reprogrammer cet inconscient-là, cet ordinateur-là, pour rebrancher le circuit. Donc, il y a des étapes à suivre. Il y a 4 étapes qui vous est proposées pour pouvoir rebrancher le circuit. D'abord, il faut d'abord être capable de reconnaître le problème. Bien entendu, on ne peut pas corriger quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Une fois qu'on reconnaît qu'on a un problème, en loi biologique, ce qu'on fait, c'est qu'on reconnaît qu'en fait, si on a une problématique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre inconscient. Il y a un circuit qui ne fonctionne pas. Si tous les circuits fonctionnaient, on aurait une santé parfaite, puis on aurait des réactions comportementales toujours adéquates. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce que dans notre ordinateur, il y a un circuit qui ne marche pas. Donc, il faut d'abord être capable de reconnaître qu'il y a des solutions à ça, ne pas penser que les maladies sont incurables ou de penser que votre comportement est inné et qu'il ne se change pas, que vos relations, c'est de la faute de l'autre. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a des solutions, que c'est notre responsabilité parce que ce n'est pas les autres qui peuvent vivre nos émotions à notre place et les corriger. C'est notre responsabilité à nous. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver les événements et les émotions qui est en lien avec la problématique. C'est la donnée la plus importante qu'on a en loi biologique, c'est de faire ces calculs-là. On arrive à cibler très rapidement quelle est la problématique à l'origine, mais une fois que cette problématique-là va être soulevée, il va falloir être capable d'être en paix avec pour pouvoir être capable de faire la mise à jour. Donc, ces 4 étapes-là ici, en fait, on vous les a reproduites dans les 2 hémisphères de notre cerveau. Donc, vous savez probablement qu'on a un hémisphère masculin qui est un hémisphère rationnel, beaucoup plus logique, beaucoup plus structuré, qu'on a un hémisphère féminin qui est un hémisphère beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus artistique. Puis, en fait, les 4 étapes d'une reprogrammation vont être à faire dans les 2 hémisphères. Donc, la première étape étant de reconnaître la problématique, la deuxième étape étant de trouver la source. Mais une fois qu'on trouve la source, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on reprend contact avec l'émotion. Puis c'est là que vous bloquez. Parce que quand vient le temps de prendre contact avec vos émotions, on vous a enseigné toute votre vie qu'il ne fallait pas le faire. On vous a enseigné qu'il fallait le réprimer. Donc, vous prenez contact avec l'émotion, mais parce que vous ne pouvez pas la vivre, l'émotion, le circuit reste surchargé. Donc, c'est comme si vous essayiez de repartir un disjoncteur alors qu'il y a encore une surcharge. Le disjoncteur va toujours sauter. Donc, il faut d'abord et avant tout être capable de vivre votre émotion. Si vous vivez votre émotion, là, par la suite, ce que vous allez devoir faire, c'est être capable de comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire faire un changement de regard pour être capable de l'accepter. Parce qu'à l'époque où vous l'aviez vécu, vous n'étiez pas capable de la comprendre et de l'accepter. Ça, ici, les lois biologiques vont vous aider énormément à faire ce qu'on appelle des changements de regard. Je vais y revenir à ça pour par la suite être capable de faire des mises à jour. Donc, là, ici, on se concentre sur l'étape numéro 2. Il faut que vous compreniez que la raison pour laquelle vous avez de la difficulté à faire vos reprogrammations, c'est qu'on vous a conditionné toute votre vie à ne pas vivre vos émotions. Donc, vous avez des blocages. Puis aussi parce que la partie désagréable que vous avez vécue, vous avez peur de replonger dedans. Vous avez l'impression que vous vous retrouvez dans le passé, alors qu'à cette étape-là, l'émotion désagréable, elle est seulement virtuelle. Donc, je vais vous donner un autre exemple de répression sociale, si on veut. J'avais à l'époque une
une adjointe administrative qui tripait énormément sur le travail que je faisais des lois biologiques. Elle en raffolait, elle en parlait ouvertement. Puis à un moment donné, elle a développé une problématique. Puis quand elle a développé une problématique, curieusement, elle ne voulait pas venir me consulter. Fait que là, voyons, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu sais comment ça fonctionne, on va pouvoir corriger la problématique. Pourquoi tu ne veux pas venir me consulter? Pas capable de venir me consulter. Fait que j'ai dit, je vais faire quelque chose avec toi si tu veux. J'ai dit, on va faire une consultation, mais pas pour ta problématique. On va faire une consultation sur pourquoi tu ne veux pas me consulter. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Puis là, elle dit, ah, ça, je suis intéressé. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Regardez bien l'histoire. Quand sa mère allait accoucher d'elle, très peu de temps après, sa mère s'est fait diagnostiquer d'un lymphome, donc d'un cancer des ganglions. Puis, sa mère, ce qu'elle s'est dit, c'est « Je ne peux pas mourir tant et aussi longtemps que mes enfants ne sont pas autonomes. » Puis, elle étant la plus jeune, quand elle est arrivée à 15 ans, sa mère est décédée. Donc, déjà en partant, je vous soulève le fait que si elle avait dit « Je ne peux pas mourir tant que je n'ai pas vu mes arrière-petits-enfants », elle aurait probablement vécu jusqu'à temps qu'elle puisse voir ses arrière-petits-enfants. Retenez cette information-là, un jour, elle va peut-être vous être utile. Donc, l'histoire est que lorsqu'elle était aux funérailles de sa mère, première rangée en avant, son père lui a interdit de pleurer. Donc, tout le monde pleurait dans l'église, sa tante en arrière d'elle se vidait de ses larmes et elle avait eu interdiction de pleurer. La mort de sa mère, vous imaginez. Donc, tout ça s'est engrammé dans l'inconscient et la raison pour laquelle elle ne voulait pas me consulter, en fait, qu'elle ne pouvait pas me consulter, c'est parce que dans son inconscient, elle n'avait pas le droit d'avoir accès à ses émotions. Elle n'avait pas le droit de pleurer. Puis, parce qu'elle savait qu'elle allait reprendre contact avec ses émotions, elle était bloquée. C'est hallucinant de voir à quel point qu'on est conditionné à être dans l'échec. Tout ça sur des principes émotionnels, sur des principes de société. Lorsque vous reprenez contact de la situation, en fait, vous rebranchez le circuit, puis lorsque vous rebranchez le circuit, à partir de ce moment-là, vous avez accès à une émotion. Là où ce qui est problématique, c'est que quand vous avez accès à vos émotions, vous ne savez pas comment les vivre. On ne nous l'enseigne pas. Donc, je vais vous partager une vidéo qui, en fait, est basée sur une expérience que j'ai vécue quand je suis allé à l'école de ma plus jeune lorsqu'elle était au primaire. Donc, on a une vidéo qui représente un peu là, ça à quoi j'ai assisté. Je vous la fais voir d'abord, je vous la commande tout de suite après. Pour les enfants en bas âge, la gestion des émotions représente un réel défi. Afin de leur apprendre à mieux les gérer, c'est important avant tout qu'ils puissent bien les comprendre et qu'ils sachent les exprimer. Quelle émotion tu ressens? Fâché. Fâché, c'est la colère? Ok. Beaucoup ou un petit peu? Beaucoup. Beaucoup. Grand comme ça? D'accord. Robin, tu aimerais nous dire comment tu es? Tu as peur? Beaucoup un petit peu? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Tout le bocal comme ça? Cet après-midi, Myriam accueille un autre groupe. Cette fois, les enfants peuvent reproduire les émotions devant un grand miroir. Léa, qu'est-ce que tu veux faire? Content, fâché, triste? Ouais, là on voit que tu es très fâché, hein? Le but, s'exprimer via les traits du visage, mais aussi grâce au mouvement du corps. Alors, comment tu es là? C'est un appel à l'aide que vous lancez? Oui. Oui. Ouais. Il faut que les choses bougent. C'est l'année de CP, lorsqu'il est rentré en CP. Là, les choses ont commencé à se corser. C'était beaucoup plus difficile. Il a commencé à être bagarreur? Oui. Par exemple, lorsque la mamie allait le chercher, si elle n'avait pas amené le 4 heures qu'il voulait, il piquait une crise. Voilà. C'était complètement disproportionné. Oui. Ouais. C'est dès le lever, je lui demande de s'habiller, il met ses chaussettes, il suffit qu'il y ait une chaussette qui ne lui convient pas ou que la chaussette le gêne, et il part dans une colère monstre. Il faisait quoi avec sa sœur? Eh ben, lorsqu'elle ne lui obéit pas, il pouvait la taper. Il m'a pris un couteau, il me l'a donné, il m'a dit « Tue-moi, j'en ai marre de faire des colères ». Vous avez dû tenter tout, c'est-à-dire la méthode douce, la méthode forte, la compréhension, les punitions, vous avez tout tenté pendant cette période. Oui, oui. Et rien ne marchait? Non, rien n'y a fait. Et alors, vous êtes allé voir un spécialiste pour essayer de trouver des pistes de réflexion? On m'a dit, en fait, il a tous les signes de l'hyperactivité, mais ce n'est pas de l'hyperactivité. Mais c'est tout? Oui. Alors, on m'a parlé quand même de troubles du comportement, mais après
Ouais, mais ça, c'est un constat. C'est un constat. Mais c'est un constat, c'est Mais ça. je n'ai rien eu. Vous l'avez constaté qu'il avait des troubles du Oui, comportement. oui. L'intérêt, c'est d'avoir la cause, la source. L'intérêt, c'est d'avoir la cause, la source. La cause, la source. Mais oui. L'expérience, en fait, que j'ai vécue, qui était la correspondance de cette vidéo, c'est j'avais assisté au tout début de l'année, en première année de ma fille. Ils nous avaient invités à aller dans leur classe, nous faire visiter sa classe, son bureau, puis je voyais en même temps tous les autres parents. Puis, en arrière, tout au fond de la classe, il y avait un bureau sur lequel il y avait un grand panneau. Puis, sur ce panneau-là, c'était tous des visages avec des expressions qu'on appelle les émoticônes. Le bonhomme sourire, mais le bonhomme triste, le bonhomme en colère, le bonhomme... Puis là, le professeur, ce qu'il nous expliquait, c'est lorsque les enfants vont pas bien, ben, elle les invite à aller derrière le panneau pour aller trouver, aller identifier quelle émotion qu'elle vit. Donc, tout ça, c'est très bien. C'est une belle évolution d'identifier comment on se sent. Mais ma question était, OK, mais où est-ce qu'ils les vivent, leurs émotions, par la suite? S'il identifie qu'il est en colère, c'est où qu'il exprime sa colère? S'il identifie qu'il a honte, c'est où qu'il peut exprimer sa honte? S'il identifie qu'il est triste, c'est où qu'il peut exprimer sa tristesse? On ne lui donnait pas d'endroit pour l'exprimer. Tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo quelqu'un qui faisait un symbole avec son visage. OK, mais ça, c'est pas exprimer une émotion. Tu ne peux pas exprimer une colère comme ça. Tu ne peux pas exprimer une honte comme ça. Tu veux exprimer ta honte, il faut que tu l'exprimes, ta honte. Il faut que tu exprimes de quoi ta honte. Donc, à aucun moment, c'est enseigné, ça, de comment faire pour exprimer nos émotions. Puis la dame, par la suite, qui vous expliquait par rapport à son fils, c'est que son fils, bien entendu, que lorsqu'il arrive face à des situations, il y a une décharge qui se met en place, il reprend accès à toute son émotion, mais on ne lui a jamais appris à comment la gérer. En fait, ce qu'on nous apprend, c'est comment faire pour essayer de la retenir. C'est ça sans arrêt, la répresser. C'est tout le temps ça qu'on nous enseigne, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Ça m'amène à un exercice que moi, je vous propose. L'exercice, je l'appelle, en fait, la chute émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque une émotion apparaît, c'est un flot énergétique très puissant. J'ai déjà plongé dans des chutes. Bon, je ne vous conseille pas d'essayer de faire ça, mais ce que j'ai très rapidement compris et appris dans cette expérience-là, c'est lorsque tu plonges dans la chute, il ne faut surtout pas que tu essaies d'aller contre le courant. Si tu essaies d'aller contre le courant, c'est beaucoup trop fort, tu vas te noyer. Donc, il faut aller contre nos réflexes, puis en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut nager le plus vite possible vers le fond. Pourquoi? Parce que une fois qu'on va être descendu au fond, à une vitesse extrêmement rapide parce que l'eau nous pousse, par la suite, l'eau va nous ramener à la surface, va nous ramener dans une réalité, où on va retrouver ici le calme. Donc, contrairement à ce qu'on nous explique, c'est quand on est face à une situation émotionnelle, il faut utiliser tous les outils qu'on a pour nous plonger dans l'émotion le plus rapidement possible, le plus fort possible. Donc, par exemple, si je prends une des dernières fois où j'ai eu accès à une grande décharge émotionnelle, c'est au décès de ma mère, il y a quelques années. Donc, j'ai assisté ma mère dans son processus de fin de vie, puis à un moment donné, ben, le dernier instant arrive, puis lorsque le dernier instant arrive, c'était relativement serein dans la façon que tout ça a été vécu, de la façon que tout ça a été fait, c'était relativement serein. Puis, j'avais 1h30 de route à faire pour me rendre à la maison. Donc, pendant que je m'en allais à la maison, je savais très bien que c'était pas possible que j'aille aucune émotion désagréable par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que je savais que je n'avais pas travaillé toutes les années que j'ai vécues avec ma mère, puis je savais que je portais des réalités que je n'avais pas adressées, que je n'avais pas réglées. Donc, qu'est-ce que je faisais pendant que je revenais à la maison? Je me cherchais une chanson pour me plonger dans l'émotion. Je me cherchais des outils pour rentrer, dans la chute émotionnelle. Puis une fois que j'ai trouvé ma chanson, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait jouer à repeat, à répétition, jusqu'à la maison. Donc, j'ai eu accès déjà à beaucoup d'émotions. J'étais capable de conduire. Si je n'avais pas été capable de conduire, je me serais tassé sur le côté, bien entendu. Puis, une fois rendu à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la chanson, je l'ai mis dans un système de son beaucoup plus puissant. Je l'ai remis à repeat, mais beaucoup plus forte que dans la voiture. Et là, j'ai eu accès à ma décharge émotionnelle.
Là, j'ai sorti toutes les émotions que j'avais à l'intérieur de moi. Honnêtement, j'étais extrêmement surpris d'avoir autant d'émotions. C'est bête un peu à dire, mais j'ai pas été vraiment proche de ma mère comparativement à mon père. Je pensais pas que j'avais autant d'émotions concernant ma mère. Mais ça, tu prends pas de chance avec ça. Si tu sais que tu vis une situation qui risque d'être émotionnellement difficile, tu te donnes tous les outils possibles pour nettoyer tout de suite. Parce que sinon, tu vas avoir à le gérer à un moment de ta vie où ça ne te tentera pas. Tu es aussi bien de l'organiser dans ton horaire à un moment donné où c'est gérable. Donc ça, c'est une nouvelle éducation, c'est une nouvelle façon de vivre qu'on ne nous propose pas. Puis lorsque je vis mes émotions, donc vous comprenez que, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Marie-Lou partage ma vie. Si je suis dans une situation émotionnelle ou que Marie-Lou est dans une situation émotionnelle, on ne va pas se dire ben non, chérie, pleure pas, ça va passer. C'est complètement l'inverse. On l'aide à vivre son émotion. On propulse l'émotion. Si c'est un extrait de film, on fait jouer l'extrait de film. Si c'est une chanson, on fait jouer la chanson. Si c'est une réflexion, on repasse la réflexion autant de fois que nécessaire pour être sûr de vivre toute l'émotion. Mais ça, on ne nous a pas enseigné à faire ça. Donc, ça fait partie de l'atelier « Osez vos émotions » où on vous enseigne à faire tout ça. Il y a des choses que je voudrais clarifier. Si jamais vous décidez de vous permettre de vivre vos émotions, il y a 2 consignes extrêmement importantes à savoir et à respecter. La première, c'est il faut que ça soit sécuritaire. Donc, c'est parfait de vivre vos émotions, mais seulement si c'est sécuritaire. Si vous avez des envies suicidaires, c'est pas sécuritaire. Sauf c'est vrai qu'il faut le réprimer. Il faut que vous soyez assisté d'un professionnel ou dans un environnement qui vous permette de vivre vos émotions sans que vous passiez à un acte qui pourrait être fatal. Si votre émotion est d'aller frapper sur une personne, d'aller vous battre, c'est pas sécuritaire. Si c'est de conduire très rapidement, c'est pas sécuritaire. Vous comprenez? Il faut que, pour vous permettre de vivre votre émotion, il faut que vous vous assurez d'abord que vous êtes dans un environnement qui est sécuritaire, autant pour vous que pour les autres. C'est extrêmement important, ça. La deuxième qui est important de retenir, c'est qu'il faut que ça soit respectueux. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, moi, exemple, vous êtes en plein restaurant, puis tout d'un coup, il vous vient une tristesse monumentale, puis là, vous dites, moi, je plonge, puis vous versez toutes les larmes de votre corps, puis, excusez l'expression anglaise, mais vous scrapez le souper à tout le monde, c'est pas respectueux du tout. C'est sûr que si vous vivez vos émotions de ces façons-là, bien, à ce moment-là, c'est peut-être vrai que vous êtes mieux de les réprimer un peu. Donc, supposons que vous êtes dans une situation comme celle-là, mais vous la réprimez, mais vous vous donnez la possibilité de les vivre le plus rapidement possible. Vous ne les occultez pas profondément. Peut-être vous donnez la possibilité, exemple, de sortir, d'aller dans une voiture, où ce que là, finalement, vous allez pouvoir vivre vos émotions, mais dans un endroit qui va être clos. Il faut que vous trouviez vos façons de vivre les choses sécuritairement, respectueux. Si vous êtes en pleine fête familiale, puis que vous avez une grande émotion, bien, c'est peut-être pas pendant la fête familiale que c'est le moment de la vivre. Vous êtes peut-être mieux de vous retirer un peu pour pouvoir la vivre, mais ce qui est important, c'est de ne pas l'occulter. Parce que si vous l'occultez, vous ne réaliserez plus que vous avez le problème. Puis s'il y a quelque chose qui fait que vous pouvez vraiment pas le vivre, puis que vous savez que vous l'avez réocculté, mais remettez à votre agenda d'avoir à traiter cette émotion-là. Remettez à votre agenda le samedi suivant, la semaine qui va suivre, un moment précis où vous allez vous donner un environnement qui va être sécuritaire et respectueux. Trouvez-vous les outils pour récupérer vos émotions. Comme je vous disais, pour moi, la musique était quelque chose de très, très, très puissant. Trouvez-vous quelque chose pour pouvoir le faire et de les vivre sécuritairement et respectueusement. Par exemple, je me rappelle à des moments donnés où j'ai vécu des très, très, très grosses colères. Donc, parfois, j'avais accès à un sac de frappe. Je vous dis, j'ai un background d'art martial, donc ça allait bien quand j'avais un sac de frappe et que je pouvais frapper dedans. Mais parfois, c'était pas accessible. Donc, je me rappelle un exemple que je cite souvent. Je me rappelle un moment donné d'avoir pris un bâton de hockey, d'avoir été dans la cour, d'avoir frappé dans le gazon à essayer de briser le bâton. C'est sûr que tu vas passer au travers de ton émotion, tu ne briseras jamais ton bâton, puis le gazon va s'en remettre. Je pense pas que j'ai fait un acte de violence envers le gazon. Je pense que tout ça est très gérable par la nature, mais ça m'a permis de complètement libérer mon émotion. Donc, c'est extrêmement important de trouver vos façons. Vous pouvez frapper dans un matelas chez vous, vous pouvez crier dans des oreillers. Je me rappelle à une époque, moi, je m'étais fait une salle insonorisée qui me permettait de faire mes sessions de nettoyage.
Fait que dans cette pièce-là, j'avais mis des sonopanes dans les vitres. Donc, je peux mettre la musique à la force que je voulais. Je peux crier, je peux pleurer, je peux faire tous les temps. C'était pas problématique. C'était insonorisé. Trouvez vos endroits, vos façons. Je me rappelle d'un ami qui suit très bien les lois biologiques. Il connaît très bien tout ça. Puis, à un moment donné, sa femme a vécu quelque chose d'extrêmement intense. Il l'a emmenée dans un champ de campagne pour qu'elle puisse sortir puis qu'elle puisse crier parce qu'il n'y avait rien, il y avait juste des champs. Donc, il est allé crier tout ce qu'elle avait à crier. Qu'est-ce qui se produit? C'est que à partir du moment que vous permettez de façon sécuritaire et de façon respectueuse, quand vous vous permettez de vivre vos émotions, et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il va arriver une situation, il va arriver un moment donné où vous allez avoir passé au travers l'émotion. Quand vous allez avoir passé au travers l'émotion, là, vous allez revenir ici, vous allez revenir au calme. Puis quand vous allez revenir au calme, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir la possibilité de réfléchir à ce qui se passe. Parce que quand vous êtes pris dans l'émotion, vous n'avez plus de capacité intellectuelle. On n'a plus de capacité de réfléchir. Fait qu'il faut d'abord la libérer et c'est par la suite qu'on a accès à notre capacité de réfléchir et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire des changements de regard sur la situation. Donc, il y a un travail qui est à suivre. C'est pas juste de vivre une émotion, c'est pas juste d'avoir déchargé le circuit. Il faut absolument par la suite que vous faites un travail de compréhension, acceptation et que vous fassiez une mise à jour. C'est extrêmement important. L'exemple peut-être que je pourrais vous donner qui image bien cette notion-là, c'est l'exemple d'un le fameux chaudron Presto pour cuisiner. Hein. Vous savez comment ça fonctionne, le chaudron Presto? C'est un couvercle extrêmement étanche. On ouvre le feu, la pression elle monte, puis à un moment donné, la pression est extrêmement forte, qui fait qu'avec une toute petite flamme, la cuisson devient extrêmement rapide. Donc, il faut même s'assurer qu'il y ait un peu de pression qui saute, sinon ça risque de tout exploser. Si vous ouvrez le couvercle d'un coup sec, ça va tout revoler, l'émotion va sortir d'un coup, mais si vous remettez le couvercle dessus, puis vous n'avez pas fermé le rond, vous n'avez pas fermé le feu, soyez assuré que la pression va revenir. C'est la même chose dans des émotions. Si vous vivez toutes vos émotions, l'idée, c'est l'image, c'est d'enlever le couvercle, mais que vous ne fermez pas le feu, c'est-à-dire que vous ne faites pas de travail de compréhension et d'acceptation sur la situation, c'est comme si le feu était resté ouvert, votre émotion va revenir. Ça fait partie d'un autre très gros problème. C'est-à-dire que notre société, elle nous a malheureusement mal appris, pas donné les outils pour comprendre les situations qu'on vit. On a beaucoup de difficultés à faire la compréhension pour une raison très simple, c'est qu'on nous a fait grandir avec une moralité qui est basée sur les victimes et les coupables. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il arrive une situation conflictuelle dans la société, on se place soit en victime, qui est extrêmement désagréable et sans solution, puisqu'on a une victime, ou soit en coupable, qui est loin d'être plus agréable, parce que on y est pris tant et aussi longtemps que l'autre ne nous pardonne pas, on est pris dans la culpabilité. Et tant et aussi longtemps que l'autre souffre, on est pris dans la culpabilité. Ce système-là ne nous donne pas de sortie, ne donne pas de porte de sortie. C'est comme l'expérience d'Henri Laborite quand il disait, si vous mettez le rat avec une décharge électrique, mais vous gardez la porte fermée qui ne puisse pas sortir, c'est là que le problème apparaît. La société nous coince dans le monde de la victime et du coupable. Il faut absolument sortir de cette réalité-là. Puis ça, pour arriver à faire ça, donc, en tout cas, en ce qui me concerne, pour arriver à faire ça, c'est en comprenant les lois biologiques. C'est-à-dire que les lois biologiques, ce qu'elles m'ont permis de comprendre, c'est qu'elles m'ont permis de me sortir du système de victime et de coupable et de remplacer ça par la responsabilité. Elle m'a permis de comprendre comment le monde inconscient fonctionne. Vous allez voir que c'est totalement différent du monde conscient, pour comprendre les interactions relationnelles, pour comprendre ce qui nous arrive dans la vie, parce que en comprenant les lois biologiques, vous allez réaliser que tout ça n'arrive pas par hasard, et surtout, d'avoir la capacité de faire des changements de regard extrêmement rapidement et percutants, lorsque la société ne nous permet pas de le faire avec un système de victimes et de coupables. Donc, c'est très important d'être capable d'avoir ces outils-là, parce que si vous n'avez pas ces outils-là, vous allez toujours rouler en boucle dans les 2 premières étapes. Mais si vous roulez en boucle dans les 2 premières étapes, toujours bien que si vous ne voulez pas tomber malade, habituez-vous à vivre vos émotions. Parce que si vous réprimez vos émotions, c'est la maladie qui apparaît. Donc, au moins, si vous vivez vos émotions, vous n'allez pas être malade. Toujours bien ça. Ça va être désagréable, mais vous ne serez pas malade.
Et par la suite, faites du travail pour faire des changements de regard, que ce soit par vous-même, en vous connectant sur, mettons, la plateforme des fondements des lois biologiques, que ce soit en consultant avec des professionnels de la santé, peu importe, que ce soit en discutant avec des amis si vous sortez de l'isolement ou en consultant en individuel avec nous. Faites ce que vous voulez, mais trouvez vos façons de voir les choses autrement pour être capable de les gérer. Parce que si vous n'êtes pas capable, le circuit disjoncte à chaque fois. Et c'est un processus qui est à perpétuité, tant et aussi longtemps que vous ne l'aurez pas réglé. Puis quand je vous dis à perpétuité, c'est à perpétuité. C'est-à-dire que si vous ne le solutionnez pas, vous allez le transférer à vos enfants. Si vos enfants ne le solutionnent pas, ils vont le transférer à vos petits-enfants. Si vos petits-enfants ne le solutionnent pas, ils vont le transférer à vos arrière-petits-enfants. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc, en fait, dans la réalité, c'est qu'on est pris à gérer nos émotions qu'on a vécues dans notre réalité, mais aussi, on est aussi pris à vivre les émotions que nos ancêtres n'ont jamais réussi à solutionner. Mais il est temps de se responsabiliser, puis il est temps de faire un ménage là où nos ancêtres n'ont pas été capables de le faire. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que vous allez tomber dans des phases de réparation. Ça va faire que vous allez vivre, vous allez avoir la possibilité d'avoir une vie beaucoup plus agréable. Vous allez pouvoir, dans vos moments joyeux, vivre vos moments de joie. Vous allez pouvoir vivre dans vos moments de fierté, vivre votre fierté. Dans vos moments de confiance, vivre votre confiance. Ça va faire que vous allez être en santé, ce qui est une très grande différence. Donc, mon objectif, au travers de tout ça, ça serait de changer ces statistiques-là, rapidement. C'est-à-dire que rapidement, il y aurait moyen d'augmenter l'espérance de vie chez les adultes, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de vieillir, mais de vieillir en santé. Parce que si vous voyez ici les images qu'on a mis, les icônes pour les personnes âgées, c'est des icônes avec des gens qui ont des besoins d'aide à la marche. C'est comme ça que la plupart des personnes âgées vont finir habituellement. Puis lorsqu'on voit une personne âgée en forme, on est tout émerveillé de voir ça. Mais en réalité, cette réalité-là, ben, c'est le résultat d'une société qui n'a pas appris à s'exprimer. C'est important de le réaliser. La journée qu'on va, en tant que société, se permettre de s'exprimer, ben, ce qui va se produire, c'est qu'on va vieillir en santé. Je vous rappelle que cette conférence thématique, en fait, est un petit extrait de notre atelier Osez vos émotions, notre atelier intensif, donc, qui est un atelier de quelques jours de fin de semaine où on vous assiste à pouvoir prendre contact avec vos émotions de façon, bien entendu, sécuritaire et respectueuse, mais surtout, comment faire pour les reprogrammer, comment emmener des solutions à tout ça. Je vous dirais que chez Saut Quantique, c'est l'atelier coup de cœur. On voit les gens rentrer, on vous voit rentrer dans l'atelier et lorsqu'on vous voit sortir la transformation, c'est comme si c'était un montage Photoshop, tellement que c'est libérateur de faire ce nettoyage-là. C'est une habitude que je souhaite à tout le monde de faire. D'ailleurs, on avait, parce que là, à cause de les mesures sanitaires, on avait arrêté de le faire, l'atelier, mais on avait l'habitude de le faire au printemps parce que je disais, on fait notre ménage de printemps, pourquoi pas faire notre ménage émotionnel? Non, on prend du temps, on prend des fins de semaine entières à nettoyer notre maison pour être bien, mais on ne prend pas du temps pour nous nettoyer émotionnellement, alors qu'on vit chaque instant, chaque seconde à l'intérieur de notre corps. C'était primordial d'apprendre à faire ça. Donc, c'est l'atelier Osez vos émotions.